En plein milieu de mon mariage, ma future belle-mère a déclaré « Si tu ne renonces pas à tes droits de succession sur les 10 appartements, le mariage est annulé ». Je me suis approché du micro et j'avais 3 annonces bien à moi. Ma future belle-mère, Eleanor, est montée sur la scène, lors de mon mariage, et a fait une déclaration. Si je ne renonçais pas à mes droits, sur les 10 appartements familiaux situés à Manhattan, le mariage était annulé. J'ai silencieusement signé de mon nom, et je me suis dirigé vers le microphone. Mon fiancé, Michael, pensait que j'allais prononcer un discours de remerciement. Au lieu de cela, j'avais 3 annonces, bien à moi, à faire. Une atmosphère romantique emplissait la grande salle de bal de la Toria. Des lumières, aux teintes arc-en-ciel, scintillaient au plafond, et une douce musique orchestrale flottait dans l'air. Alors que tout le monde se prélassait, dans ce moment de bonheur, Eleanor Thompson a glissé sur la scène, avec des pas élégants. Dans sa main, se trouvait une épaisse liasse de papier, dont les bords nets brillaient, sous les projecteurs. Elle se tenait au centre de la scène, arborant le plus doux des sourires, mais les mots qui sont sortis de sa bouche étaient exceptionnellement tranchants. « Ma chère Chloé », commença-t-elle, sa voix amplifiée à travers la salle. « Débarrassons-nous d'abord des affaires désagréables, voulez-vous » Tous les yeux, dans la pièce, se sont tournés vers nous. J'ai regardé le document, avec un mélange de curiosité et de tension montante. L'accord stipulait, en des termes non équivoques, que je devais renoncer à tout droit d'héritage, sur l'ensemble du portefeuille immobilier de la famille Thompson, et plus spécifiquement, sur 10 appartements en copropriété, à Manhattan. Mes mains ont commencé à trembler, de façon incontrôlable, et mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais j'ai serré la mâchoire, et je n'ai pas refusé. Sous le regard de tous, j'ai lentement pris le stylo, et j'ai signé mon nom. Au moment où la plume a touché le papier, une vague d'applaudissements enthousiastes a éclaté parmi les invités. Eleanor a hoché la tête de satisfaction, avec une expression sur son visage, qui disait que tout était, sous son contrôle absolu. Elle est descendue gracieusement de la scène, et est retournée à sa place, en murmurant « Maintenant, vous pouvez continuer la cérémonie ». J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur, qui battait à tout rompre. Puis, pas à pas, j'ai marché vers le microphone. Michael m'a regardé, avec un sourire plein d'attente, supposant que j'allais offrir ma gratitude. Les invités se sont tous penchés en avant, attendant mes mots. J'ai serré fermement le microphone, et j'ai parlé, ma voix résonnant clairement, à travers la salle de bal. Tout le monde, j'ai 3 choses à annoncer. La musique s'est arrêtée. Un silence étouffant est tombé sur la pièce. J'avais regardé Eleanor Thompson se frayer un chemin vers la scène. Elle portait une robe Oscar de la Renta, violet foncé, faite sur mesure, le tissu scintillant, et le motif, complexe et opulent. Ses cheveux étaient ramenés, en un chignon brillant et parfait, et son visage, orné d'un sourire sans défaut, qui transmettait un air de prestance et de dignité. L'officiant du mariage se tenait maladroitement sur le côté, avec un air de perplexité totale, sur son visage. Michael a attrapé ma main d'urgence, sa paume était glissante de sueur. « Maman, qu'est-ce que tu fais » a-t-il chuchoté, sa voix serrée par l'anxiété. De son sac à main exquis, Eleanor a sorti la liasse de documents. Elle était épaisse, les bords parfaitement alignés. Elle s'est approchée de moi, et a pris doucement mon autre main. La sienne était chaude, et impeccablement manucurée, avec une bague en diamant scintillante, à son doigt. « Chloé, chérie, ne sois pas nerveuse, dit-elle dans le micro, sa voix résonnant avec netteté, à travers les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, amis, et famille, merci pour votre patience. Son regard balaya lentement la salle, exudant un air d'autorité absolue. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de mon fils, Michael, et de ma belle-fille, Chloé. En tant que mère, je souhaite leur bonheur, plus que quiconque. Des applaudissements parsemés sont venus du public, bien que beaucoup chuchotaient encore, entre eux. J'ai jeté un coup d'œil à la table de mes parents. Leur visage était sombre. Le front de mon père était plissé, et les lèvres de ma mère étaient pincées en une ligne fine et dure. Mais un mariage heureux, a continué Eleanor, se construit, non seulement sur l'émotion, mais aussi sur l'honnêteté. Elle a brandi les documents, dans sa main. Michael est notre fils unique. Notre famille a la chance d'être assez à l'aise, avec 10 appartements en copropriété, ici à Manhattan.
Une vague de murmures impressionnés a traversé la foule. Quelqu'un a laissé échapper un doux « ouah ». J'ai regardé Michael, en espérant une explication, mais il a évité mon regard, fixant le bout de ses chaussures cirées. « Je ne suis pas une méchante belle-mère, à l'ancienne », a-t-elle déclaré. « Je souhaite simplement que leur amour soit pur. C'est pourquoi notre famille a préparé cet accord. » Elle m'a présenté le document. La page de couverture indiquait « Déclaration d'actifs prénuptiales. Chloé, si tu signes ceci, et que tu renonces à toute réclamation, sur les 10 propriétés, la famille Thompson t'accueillera immédiatement, comme notre propre fille. » Sa voix était aussi douce qu'une brise printanière. C'était aussi le souhait de Michael. Nous voulions juste voir si tu l'aimes vraiment, ou si tu aimes l'argent, de la famille Thompson. Un silence de mort est tombé sur la salle. Le téléphone portable de chaque invité était levé bien haut. Leurs objectifs pointaient directement sur moi. Mon visage brûlait, comme s'il était tenu au-dessus d'un feu. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur, un boum, boum, boum frénétique, comme un tambour à la peau déchirée. J'ai instinctivement regardé vers mes parents. Les poings de mon père étaient serrés si fort que ses jointures étaient blanches. Les yeux de ma mère étaient rougis et pleins de douleur. Je me suis tourné vers Michael. Il a finalement levé la tête, très lentement, pour me regarder, ses yeux implorants. « Chloé, signe-le », a-t-il articulé silencieusement, sa voix n'étant qu'un murmure tremblant. « C'est juste une formalité. Fais-le juste, pour faire plaisir à ma mère. Nous pourrons avoir une belle vie ensemble, après ça. » Je l'ai regardé, en silence. Soudain, l'homme qui se tenait devant moi m'a semblé être un parfait étranger. Nous étions sortis ensemble, pendant 3 ans. Je pensais le connaître. Juste à ce moment, Eleanor a pressé un stylo-plume dans ma main. Il était froid, et le frisson a pénétré, de ma paume, directement jusqu'à mon cœur. « Chloé, tous les invités regardent. Ne rends pas la situation embarrassante, pour tout le monde. » Le sourire sur son visage restait inchangé, toujours incroyablement doux, mais dans ses yeux, j'ai vu une lueur de mépris, et un éclat de satisfaction. Elle admirait son prix, avant même qu'il ne soit en sa possession. J'ai pris une profonde inspiration. Ma poitrine me semblait serrée et lourde, comme si une grosse pierre appuyait dessus. Sans un mot, j'ai baissé la tête, et j'ai ouvert l'accord. Les clauses à l'intérieur étaient bien plus dures que ce que j'avais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de l'immobilier prénuptial. Je devais également renoncer automatiquement à la propriété de tout bien acquis après le mariage. En cas de divorce, je partirais sans rien. Je serais même responsable de la moitié des dettes que Michael contracterait pendant notre mariage. Depuis une table où les proches de la famille Thompson étaient assis, quelqu'un n'a pas pu retenir un ricanement. Le son était comme une aiguille, pointue et perçante. J'ai feuilleté les pages, une par une, jusqu'à ce que j'atteigne la fin. Dans le coin inférieur droit, la signature de Michael était griffonnée dans une écriture flamboyante. La date était celle d'hier, donc ce n'était pas un acte spontané. C'était un piège, soigneusement planifié, et j'étais l'agneau, mené à l'abattoir, sans pouvoir me battre. J'ai lentement fermé l'accord. Je n'ai regardé personne. J'ai soulevé le stylo qu'Eleanor m'avait donné. La plume a plané au-dessus du papier, pendant un instant. J'ai entendu Michael laisser échapper un léger soupir de soulagement. Il pensait que j'allais céder. Tout le monde pensait que j'allais céder. Après tout, la famille Thompson avait 10 appartements, et à leurs yeux, je n'étais qu'une fille, issue d'une famille de la classe moyenne, venant d'un autre État. Épouser Michael était un luxe, bien au-delà de ma condition. J'étais censée être reconnaissante, et endurer toutes les humiliations. J'ai serré le stylo, et j'ai commencé à écrire. Chloé Evans, c'est mon nom. Je l'ai écrit soigneusement, trait par trait, très lentement, en versant toute ma force, dans chaque lettre, comme si je canalisais tout le ressentiment, et toute la fureur de mon cœur, sur la page. Le stylo a fait un léger bruit de grattement, déchirant presque le papier. Finalement, après le dernier trait, j'ai lentement rebouché le stylo. Il a fait un léger clic. Dans la salle de bal étouffante de silence, le son était anormalement fort,
comme un simple caillou, jeté dans un lac immobile. Le sourire sur le visage d'Eleanor s'est élargi instantanément. C'était un masque, soigneusement construit, et maintenant, il paraissait particulièrement discordant. Elle a hoché la tête avec satisfaction, et a arraché la corde de ma main, sans même m'accorder un regard. Puis, elle s'est retournée, et l'a brandie, pour que les invités le voient, comme si elle exhibait un trésor rare. « Quelle bonne belle fille !» a-t-elle annoncé bruyamment, sa voix, claire et forte, résonnant à travers la salle. « Je savais que Chloé était une bonne fille », a-t-elle continué, ses yeux brillants de triomphe. La table de la famille Thompson a immédiatement éclaté, en des applaudissements tonitruants. Ils ont applaudi, avec des sourires fins, comme s'ils achevaient une pièce de théâtre, bien répétée. Bientôt, toute la salle de bal s'est remplie d'applaudissements. Mais ce n'était pas une bénédiction. C'était l'acclamation des spectateurs, l'excitation d'une foule, regardant un spectacle, une forme de charité, accordée d'en haut. Ils m'accordaient avec condescendance leur soi-disant approbation, comme si ma signature obéissante, de cet accord, était quelque chose digne d'éloge. Michael s'est approché de moi, avec un sourire radieux, les bras ouverts pour m'enlacer. Ses lèvres étaient courbées vers le haut, mais ses yeux contenaient un regard de droit acquis. « Chloé, je savais que tu étais la plus raisonnable, » a-t-il dit doucement. J'ai instinctivement fait un pas en arrière. Mon regard était froid, ses bras se sont refermés sur le vide, et le sourire sur son visage s'est figé en une expression maladroite. Eleanor a quitté gracieusement la scène, et traitant l'accord, comme un artefact précieux, l'a soigneusement remis à l'avocat de la famille Thompson. Ses yeux étaient remplis d'un sentiment de préciosité. Puis, elle est retournée à la table principale, s'est assise avec élégance, a ramassé sa tasse de thé, et a soufflé doucement, sur la vapeur. « Bien, monsieur l'officiant, veuillez continuer », a-t-elle dit nonchalamment, son ton portant une autorité incontestable, comme si toute cette épreuve n'avait été rien de plus qu'un intermède trivial. L'officiant, après quelques secondes de silence stupéfait, est revenu à la réalité, avec un regard troublé. « Oui, oui. Félicitons une fois de plus, l'heureux couple, » a-t-il dit, essayant de restaurer l'atmosphère, mais sa voix tremblait légèrement. Mais je n'ai pas bougé. J'ai tenu bon, ferme et inflexible. Je ne suis pas retourné, aux côtés de Michael. Au lieu de cela, je me suis tourné, et j'ai marché vers l'autre pupitre, sur la scène. Il y avait un autre microphone là-bas, comme s'il m'attendait, pour déverser les mots que j'avais sur le cœur. Michael s'est précipité, et a attrapé mon bras, sa poigne étonnamment forte, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. « Chloé, qu'est-ce que tu fais » a-t-il exigé, les sourcils froncés, les yeux remplis de suspicion et de mécontentement. « Arrête de jouer. La cérémonie n'est pas terminée. » Son ton était autoritaire, exigeant mon obéissance. J'ai libéré mon bras de son emprise. Le mouvement était sec et décisif. Il ne s'était pas attendu à ma force, et a trébuché, manquant de tomber. Tous les yeux de la salle étaient à nouveau braqués sur moi. Les applaudissements jadis tumultueux s'étaient brusquement arrêtés. Tout le monde me fixait, leurs expressions étant un mélange de confusion et de curiosité, comme s'ils regardaient un acteur qui s'était soudainement écarté du scénario. J'ai lentement ramassé le microphone. Il semblait lourd dans ma main, et le contact froid du métal m'a aidé à m'éclaircir les idées. Je l'ai testé. Ah. Ma voix est sortie par les haut-parleurs, inébranlable, claire et stable. C'était une déclaration de ma résolution. Le visage de Michael a changé de couleur. Il est devenu d'un rouge profond, et ses yeux ont brillé de colère. « Chloé, qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ? Pose le microphone, » a-t-il crié, sa voix teintée de panique. À la table principale, Eleanor Thompson a également froncé les sourcils. Elle a posé sa tasse de thé, et m'a lancé un regard noir, un regard si intense, qu'il semblait pouvoir me transpercer. Je les ai ignorés. J'ai regardé les invités, avec leur téléphone tenu bien haut, et mes parents, avec leurs visages inquiets. Leurs yeux étaient remplis de douleur et d'impuissance. J'ai souri, et je leur ai fait un léger signe de tête, rassurant. Puis, j'ai lentement porté le microphone à mes lèvres. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus à mon mariage aujourd'hui. Ma voix n'était pas forte, mais elle était assez claire
pour que toutes les personnes présentes l'entendent distinctement. Je voudrais suspendre la cérémonie, pour un moment, car j'ai 3 choses que j'aimerais annoncer formellement. Premièrement, j'ai fixé Michael, avec un regard d'acier. Son visage était contorsionné par la tension, ses sourcils étaient étroitement froncés, et de minuscules gouttes de sueur s'étaient formées sur son front. Moi, Chloé Evans, je déclare formellement par la présente, que le mariage entre moi-même et Monsieur Michael Thompson est à partir de ce moment officiellement annulé. Dès que les mots ont quitté ma bouche, la pièce a été plongée dans un silence de mort. L'air a semblé gelé. C'était si calme qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Après quelques secondes, la salle a éclaté en un bourdonnement chaotique, comme un millier d'abeilles essaimant près de mes oreilles. Michael, son visage contorsionné par un grognement furieux, s'est jeté sur moi, essayant de m'arracher le microphone. « Chloé, es-tu folle ? Quelles sont ces absurdités que tu racontes ?» a-t-il hurlé. Je l'ai esquivé, avec agilité. À ce moment-là, les agents de sécurité du lieu, que j'avais pris soin d'organiser à l'avance, se sont précipités sur la scène, et ont formé une barrière entre nous. C'était une précaution, au cas où il perdrait le contrôle, et deviendrait violent. Bloqué par les gardes, tout ce qu'il a pu faire, c'est balancer ses bras en l'air, et me hurler dessus. Eleanor a bondi de son siège, la chaise crissant, lorsqu'elle a été repoussée. L'élégance calme sur son visage s'est évanouie en un instant, remplacée par le choc et la fureur. « Chloé Evans, comment oses-tu » a-t-elle hurlé. « Tu as signé l'accord, et maintenant, tu reviens sur ta parole. Il est trop tard, pour ça. » J'ai courbé mes lèvres, en un petit sourire froid. « Madame Thompson, je pense que vous avez mal compris. Je n'ai pas signé cet accord pour continuer ce mariage. Je l'ai signé pour y mettre fin. Maintenant, pour ma deuxième annonce. » J'ai fait une pause, mon regard balayant lentement les visages stupéfaits des proches de la famille Thompson, sous la scène. Certains avaient la bouche béante. D'autres avaient les yeux écarquillés par l'incrédulité. Pour ce mariage, j'ai préparé un cadeau spécial. J'avais initialement prévu de le donner à Monsieur Michael Thompson, comme une surprise, à la fin de la cérémonie. Eleanor a ricané, avec mépris, en croisant les bras. Un cadeau ? Quel genre de cadeau pourrais-tu bien préparer ? Ce minuscule appartement délabré, où vivent tes parents. Les proches, autour d'elle, ont commencé à rire avec elle. Certains se sont penchés en gloussant, d'autres l'ont pointé du doigt. Ils étaient convaincus que je faisais juste bonne figure. Je n'ai pas prêté attention à ces moqueries, mon expression restant parfaitement calme. J'ai sorti une petite clé USB de mon sac à main, et d'un mouvement naturel, je l'ai tendue à un technicien de scène, à proximité. « Excusez-moi » ai-je dit avec un sourire. « Pourriez-vous s'il vous plaît, lire le fichier sur cette clé ?» Le technicien a pris la clé USB, et l'a rapidement branchée, sur un ordinateur portable. Quelques secondes plus tard, l'écran LED massif derrière moi s'est illuminé. Sur l'écran, était affichée une copie numérisée d'un accord de transfert d'actions. Ceci est pour 15% des actions initiales d'une start-up technologique détenue sous mon nom. Ma voix s'est portée clairement, à travers le microphone, dans chaque recoin de la salle de bal. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, cette entreprise vient de clôturer sa levée de fonds de série B le mois dernier. J'ai continué, ma voix résonnant depuis la scène. Sa valorisation actuelle est de 50 millions de dollars. Les chiffres sur l'écran étaient grands et clairs. Les zéros résonnaient, comme une série de gifles, au visage. J'ai ajouté, avec un sourire en coin. Ma participation de 15%, calculée à la valeur du marché, vaut la somme faramineuse de 7,5 millions de dollars. Les rires qui avaient rempli la salle, quelques instants auparavant, se sont éteints instantanément. Tout le monde a regardé l'écran, les yeux écarquillés. Eleanor était figée, sur son siège, son visage prenant une teinte horriblement pâle. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne pouvait pas prononcer un seul mot. J'ai continué. Cet accord de transfert d'actions est signé au nom de Monsieur Michael Thompson. Des chuchotements ont commencé à éclater, dans la foule. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir une suite à cette histoire. J'ai élevé la voix.
C'était censé être mon cadeau de mariage, pour lui. Mais maintenant, je déclare par la présente, ce cadeau, ainsi que tous mes espoirs pour ce mariage, nul et non avenu. J'ai regardé Michael. Il se tenait là, abasourdi, comme s'il avait été frappé par la foudre. La couleur s'est drainée de son visage. D'abord, il y a eu le choc, et l'incrédulité, puis un froncement de sourcils, mêlé de regret, et enfin, un regard de désespoir total, écrasant l'âme. Il réalisait enfin, qu'il n'avait pas seulement perdu, une épouse obéissante. Il avait jeté par la fenêtre, une mine d'or. Et maintenant, pour ma troisième et dernière annonce. Mon regard s'est attardé, sur son visage, un instant de plus. C'était un regard, dénué de toute chaleur. Je l'ai fixé directement, et j'ai dit, Monsieur Michael Thompson, il y a 3 ans, quand votre entreprise a fait faillite, et que vous étiez noyé sous les dettes, qui est-ce qui vous a aidé? C'était moi. Je vous ai donné, un demi-million de dollars, pour que vous puissiez créer, l'entreprise que vous avez aujourd'hui. Alors que je finissais de parler, l'image sur l'écran a changé. Un billet à ordre est apparu. Du texte noir sur du papier blanc, d'une clarté cristalline. L'emprunteur, Michael Thompson. Le montant, 500 000 dollars. En dessous, se trouvait sa signature, et un tampon rouge, d'apparence officielle. Comme vous pouvez tous le voir, ai-je dit en pointant l'écran, la date de remboursement, est aujourd'hui, et ce billet à ordre, est notarié. Selon l'accord, vous devez rembourser le capital, aujourd'hui même, avec des intérêts calculés à 4 fois le taux préférentiel de la banque, portant le total, à 750 000 dollars. J'ai fait une pause, pendant un moment, avant d'ajouter, je vous donne un mois. Si l'argent n'est pas sur mon compte, au bout d'un mois, mon avocat déposera immédiatement, une demande d'exécution forcée, auprès du tribunal. À ce stade, votre entreprise, votre voiture, et tout ce qui est à votre nom, y compris ces appartements, que vos parents ont achetés pour vous, seront saisis. Après avoir dit cela, j'ai posé tranquillement le microphone, sur son pied. Le monde était devenu, d'un silence terrifiant. Le silence a duré, pendant 3 secondes. Puis, la salle de bal a explosé, dans le chaos, comme si une bombe avait explosé. La première à craquer, fut Eleanor Thompson. Elle était assise là, la dernière once de couleur, quittant son visage. Ses traits, autrefois si bien entretenus, se contorsionnaient, dans une rage et une horreur extrême, comme un morceau de papier froissé. Elle a bondi de sa chaise, et a hurlé à plein poumon. C'est faux. Tout cela est faux. Elle a poussé un cri aigu et perçant, qui a résonné, comme un poignard dans les tympans de chacun. Le visage déformé, elle m'a pointé du doigt, en tremblant, puis a pointé l'écran géant, derrière moi. Son doigt tremblait violemment, comme une feuille sèche, dans un vent d'automne. Cette petite garce, a-t-elle hurlé. Elle ment. Elle a falsifié les preuves. Après son explosion, elle a essayé de foncer sur la scène. Quelques proches de la famille Thompson l'ont rapidement attrapée. Elle se débattait, comme une lionne enragée. Un bouton de sa robe de créateur a sauté, révélant la lingerie rouge en dessous, créant un spectacle pathétique. La matriarche autrefois élégante, qui semblait avoir le monde à portée de main, n'était plus maintenant qu'un gâchis hystérique. La réaction de Michael a été un peu plus lente. Il a d'abord fixé intensément le billet à ordre sur l'écran, les yeux remplis de choc et d'incrédulité, comme s'il pouvait y brûler un trou, avec son regard furieux. Un instant plus tard, il s'est soudainement tourné vers moi. Ses yeux étaient remplis d'un regard de dévastation complète et de supplication. Avec un bruit sourd, il est tombé à genoux. Devant des centaines d'invités, sous l'éclat d'innombrables appareils photo de téléphone portable clignotants, il s'est agenouillé, directement devant moi. Chloé, j'ai eu tort, a-t-il gémi, la voix brisée. Chloé, j'ai eu tellement tort. En pleurant, il a commencé à ramper vers moi, sur ses genoux. Des larmes et de la morve couvraient son visage, créant une vue véritablement pathétique. Les genoux de son costume hors de prix traînaient sur la moquette moelleuse, laissant de misérables éraflures. Pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi, suppliait-il à plusieurs reprises. Cet accord. Ce n'était pas ce que je voulais. C'était tout à cause de ma mère. Elle m'a obligé à le faire. Sa voix,
étouffé par les sanglots, résonnait dans la salle. « Je t'aime, Chloé. Je t'aime. » Je l'ai regardé froidement, mon expression restant de marbre. À ce moment-là, je ne ressentais aucune haine, aucun frisson de vengeance, seulement un dégoût profond, à glacer les os. C'était l'homme que j'avais aimé pendant 3 ans, l'homme à qui j'étais autrefois prête à confier ma vie entière. Faible, hypocrite, et totalement dépourvu de sens des responsabilités. Pour 10 appartements, il m'avait poussé, dans un gouffre d'humiliation, sans une seconde d'hésitation. Pour 7,5 millions de dollars, il tombait à genoux, et suppliait, sans hésitation. L'amour dont il parlait, la fierté à laquelle il tenait tant, ne valait rien, face à l'argent. Les invités, en contrebas, étaient maintenant, dans une frénésie totale. Ils ne chuchotaient plus, mais discutaient bruyamment, de peur de manquer un seul détail. Mon Dieu, quel rebondissement! C'est la meilleure télé-réalité que j'ai jamais vue, s'est exclamé quelqu'un. Ce type est vraiment une ordure. Il a pris son demi-million, a essayé d'obtenir son cadeau de mariage, puis a prévu de la jeter à la rue, sans rien, a dit un autre, indigné. Et sa mère, est encore pire. Elle pensait s'en prendre à un agneau, et a trouvé un loup, à la place, a ricané quelqu'un d'autre. Un loup. C'est un loup en titane massif, incrusté de diamants. Cette femme est incroyable, a loué une autre personne, à voix haute. Les flashs des téléphones portables créaient une mer d'étoiles scintillantes, devant mes yeux, mais je restais imperturbable, le regard calme. C'est alors que, mes parents sont venus à mes côtés. La grande carrure de mon père se tenait fermement, devant moi. Son corps robuste était comme une montagne, inébranlable et fiable, me protégeant complètement, de la vue hideuse de Michael. La colère de Michael, son ressentiment, sa panique, tout cela était bloqué, par cette barrière semblable à une montagne. Ma mère a pris doucement ma main. Sa paume était chaude, et la chaleur s'est répandue, à travers nos mains jointes, et jusque dans mon cœur. Elle l'a serré fort, comme pour me dire, qu'elle serait toujours là, pour moi. Chloé, n'aie pas peur. Maman et papa, sont là, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Je pouvais entendre, un léger tremblement dans sa voix, mais ce qui était plus fort, c'était son amour pour moi, et sa protection indéfectible. J'ai pressé sa main en retour, et je lui ai offert, un sourire radieux. Bien sûr, que je n'avais pas peur. Depuis le tout début, j'étais la protagoniste, de cette pièce absurde. Chaque scène, chaque rebondissement, avait été dirigé par moi. J'étais la réalisatrice. Maintenant, c'était à moi, de faire tomber le rideau, sur cette farce. Je n'ai plus regardé Michael. Je me suis tourné, et j'ai pris le bras de ma mère. Papa, maman, rentrons à la maison. Ma voix était aussi calme, qu'un lac sans une seule ride, comme si tout ce qui venait de se passer, n'était qu'un incident mineur. En voyant que j'étais sur le point de partir, Michael est devenu fou de rage. Ses yeux se sont écarquillés, et les muscles de son visage ont tressailli de fureur. Il a crié, et a essayé de se libérer, des agents de sécurité. « Chloé, tu ne peux pas partir. » Sa voix était aiguë et perçante. « Tu dois t'expliquer. Tu ne peux pas juste partir comme ça, a-t-il hurlé. Les agents de sécurité étaient des professionnels que j'avais engagés. 2 d'entre eux tenaient ses bras, comme des pinces de fer, lui rendant impossible tout mouvement, peu importe comment il se débattait. Les gémissements d'Eleanor continuaient, devenant plus forts et plus stridents. Le son coupait l'air silencieux de la salle de bal, comme une lame tranchante. Ses sanglots étaient maintenant mêlés à des malédictions vicieuses. « Espèce de porte-malheur. Tu as ruiné mon fils, a-t-elle crié, le visage tordu par la haine. Je n'en ai pas fini avec toi, a-t-elle hurlé, essayant de se jeter vers moi, à nouveau. Les proches de la famille Thompson étaient dans le chaos. Certains essayaient de retenir Eleanor et Michael, tentant de les calmer. « S'il vous plaît, arrêtez ça. » Quel spectacle, a supplié un proche. D'autres me blâmaient, leur visage rempli de ressentiment et de colère. « Comment as-tu pu faire ça? C'est trop cruel, a crié un autre proche, avec colère. Certains, ne voulant rien avoir à faire avec ce gâchis, essayaient déjà de s'éclipser discrètement. « Sortons d'ici. Ne nous en mêlons pas, a chuchoté un proche à la personne à côté de lui.
Le lieu du mariage s'était transformé en une scène massive et chaotique, et moi, sous la ferme protection de mon père, et la chaleureuse compagnie de ma mère, j'ai marché calmement, sur le tapis rouge vif, pas à pas, vers la sortie de la salle de bal. Je ne me suis pas retourné. Je pouvais sentir d'innombrables regards dans mon dos. Les regards étaient complexes, certains essayant de découvrir un secret, à partir de ma silhouette fuyante, d'autres se réjouissant, attendant ma chute. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance, pour moi. L'accord que j'avais signé n'était pas ma honte. C'était ma déclaration de guerre. Avec lui, j'avais déclaré la guerre à une relation pourrie, et à une mère et un fils, avides et égoïstes. Maintenant, la guerre était terminée. J'avais gagné. Alors que je sortais, le soleil de l'après-midi a brillé doucement sur mon visage. C'était aussi doux que du sable chaud. J'ai enlevé les talons au hors de prix que je portais. Ils me pinçaient les pieds depuis le moment où je les avais mis. Je les ai jetés, avec désinvolture, dans une poubelle voisine. Ensuite, pieds nus, j'ai posé le pied sur le sol en marbre, froid et solide. Le sol était froid, mais étrangement, mon cœur se sentait léger. Je suis monté dans la voiture, que mon père avait fait attendre. Alors que la voiture démarrait, et s'éloignait lentement de l'hôtel, je n'ai pas regardé en arrière, vers la magnifique entrée, mais je pouvais imaginer la scène à l'intérieur. Ce serait un festin, plus chaotique qu'un marché. Éléanore était probablement passée, de l'hystérie, à un effondrement complet. Tous ses plans, soigneusement établis, la toile complexe, qu'elle avait tissée avec tant de fierté, sa soi-disant sagesse. Elle avait considéré tout cela comme une arme puissante, pour contrôler le mariage et l'avenir de son fils. Mais qui aurait pensé qu'en un instant, cette arme deviendrait le couteau le plus tranchant, pour percer son propre cœur? Avant, elle débordait d'un complexe de supériorité, à propos de ses 10 appartements, elle marchait avec un air d'arrogance, les yeux pleins de dédain, pour les autres. Mais quand les 7,5 millions de dollars en actions sont apparus devant elle, la supériorité dérivée de ces 10 appartements est instantanément devenue la plus grande blague au monde. Elle avait initialement comploté pour jeter sa belle-fille à la rue, sans rien, employant toutes sortes de tactiques, certaines de sa victoire. Le résultat ne fut pas seulement un échec, mais l'a également conduite à charger son fils d'une dette de plus de 700 000 dollars. Ce coup était comme dégringoler des nuages dans une fosse de boue. Comment cela pourrait-il être? Impossible. Je pouvais presque la voir, s'affaisser sur une chaise, les yeux aussi vides qu'un puits asséché, marmonnant, impossible. C'est impossible. Juste à ce moment-là, des journalistes, ayant eu vent de l'histoire, allaient envahir les lieux, comme un raz-de-marée. D'innombrables microphones lui seraient poussés au visage. Madame Thompson, que pensez-vous de cet incident de mariage frauduleux? Comment comptez-vous gérer la dette massive de votre fils? Les journalistes la bombarderaient de questions. Et Michael, mon ex-fiancé, son sort serait encore plus misérable. La perte de sa dignité n'était que le commencement. La vidéo de lui, à genoux et en train de supplier, deviendrait virale en quelques heures, se propageant à travers chaque story Instagram et chaque fil TikTok de la ville. Regardez, c'est ce parasite, un traître des temps modernes. Les gens le mettraient en pièces, dans les commentaires. Ses soi-disant copains le regarderaient désormais différemment. Lors des réunions, il ne pourrait plus se vanter, comme il en avait l'habitude. Ses collègues le pointeraient du doigt, dans son dos. Il serait incapable de garder la tête haute, dans sa propre entreprise. Ce qui était encore plus fatal, c'était la dette de 750 000 dollars. Le billet à ordre était notarié, et légalement exécutoire. L'entreprise qu'il avait fondée avait été financée par moi. Je connaissais sa trésorerie quotidienne, tous ses actifs, comme le dos de ma main. Je savais qu'il n'avait pas la capacité de rembourser cet argent. Son seul espoir, c'était les 10 appartements de ses parents. Papa, maman, s'il vous plaît, vous devez me sauver. Vendez les appartements, pour rembourser cette dette, plaiderait Michael, désespérément. Mais ses parents vendraient-ils volontairement leurs biens, pour combler le trou béant, qu'ils avaient creusé avec leur propre cupidité? Même s'ils y étaient disposés, les proches de la famille Thompson, ces mêmes proches qui, aujourd'hui même, louaient leur clairvoyance et leur perspicacité, seraient-ils d'accord?
Humph, c'est bien fait pour eux, d'avoir été si arrogants. Maintenant que les ennuis sont là, ils doivent se débrouiller seuls. Cet argent doit être remboursé. Nous ne pouvons pas subir une perte. Les proches se transformeraient instantanément en créanciers, exigeant leur part. Je connaissais trop bien ce monde-là. Tout le monde aime ajouter des fleurs à un brocart, quand vous réussissez. Ils planent autour de vous, vous arrosant de compliments, mais ils sont encore plus doués pour vous tourner le dos quand vous êtes à terre. Au moment où vous rencontrez des ennuis, ils courent plus vite que n'importe qui, prêts à frotter du sel sur vos blessures. Je pouvais prédire qu'une guerre sans précédent éclaterait au sein de la famille Thompson. C'est entièrement parce que tu es si faible que les choses en sont arrivées là. Et à cause de cette femme vicieuse. Eleanor rejetterait tout le blâme sur la faiblesse de Michael et sur ma méchanceté. Tout ce que tu sais faire, c'est comploter. Tu es stupide et avide. Maintenant regarde le gâchis que tu as fait. Le père de Michael, l'homme qui était resté silencieux tout du long, déchaînerait sa fureur sur la stupidité et la cupidité d'Eleanor. Mari et femme se retourneraient l'un contre l'autre. Mère et fils deviendraient des ennemis. Ils se blâmeraient mutuellement, leurs disputes remplissant la maison. Leur vie, à partir de ce jour, ne connaîtrait plus jamais la paix. Et ces invités du mariage, ils avaient obtenu l'histoire la plus brûlante de l'année. Ce mariage, mec, c'était épique. Ouais, il y avait tout le drame qu'on pouvait espérer. Ils se rassembleraient, exagérant et propageant chaque détail du mariage. Moi, Chloé Evans, je deviendrais une légende, connue de tous, comme une femme avec laquelle il ne faut pas jouer. Et la famille Thompson deviendrait la plus grande risée de la ville, pour l'année à venir. Et qui supporterait les pertes de l'hôtel? Des centaines de tables, de nourriture de banquets luxueuses et intactes. Chaque plat était exquis, mais maintenant, tout cela refroidissait lentement. La suite de haut niveau, réservée à l'avance, luxueusement décorée, mais maintenant vide, et les frais de location du lieu, dont la moitié avait déjà été payée. Tout cela deviendrait un avis de recouvrement, volant directement vers la famille Thompson, assiégée. Je pouvais imaginer, de manière frappante, le directeur de l'hôtel, le visage sombre, tenant une facture, et cherchant Eleanor Thompson. Eleanor fixerait avec de grands yeux remplis de ressentiment, mais serait incapable de dire un mot. Après cela, la famille Thompson descendrait sûrement dans le chaos. Les membres de la famille commenceraient à se battre, se blâmant les uns les autres. Quelqu'un trépignerait des pieds. Quelqu'un pleurerait. Quelqu'un ferait une dépression nerveuse complète. La scène serait comme une symphonie, que j'avais composée, rien que pour eux. Je me suis appuyé contre la vitre de la voiture, regardant le paysage de la rue, qui défilait rapidement. Les arbres filaient, et les enseignes des magasins disparaissaient en un éclair. Soudain, mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse. Sans regarder, je savais que c'était Michael. Il était, sans aucun doute, en train de faire exploser mon téléphone, envoyant des centaines de messages. Le contenu serait fait d'excuses, d'aveux de ses torts, et de remords. Il évoquerait avec nostalgie notre beau passé. Il me supplierait de revenir vers lui. Peut-être y aurait-il des insultes, me qualifiant de sans cœur. Même des menaces, disant que je regretterais de l'avoir quitté. Il utiliserait sûrement notre relation de 3 ans comme otage, disant que nous nous aimions trop pour que ça se termine ainsi. Il me menacerait aussi, avec son avenir misérable, disant qu'il ne pourrait pas vivre sans moi. Mais rien de tout cela ne signifiait plus rien pour moi. Comme le paysage qui défilait, devant la vitre de la voiture, peu importe à quel point il m'était familier autrefois, le passé appartient au passé. Je n'ai pas répondu aux appels, ni lu les messages. J'ai simplement, et tranquillement, regardé cette ville. La lumière du soleil se déversait sur les rues, chaude et accueillante. Le ciel était bleu, et les nuages dérivaient, comme de la barbe à papa. Un tout nouveau monde, qui m'appartenait, m'attendait, juste devant. La voiture était silencieuse, avec pour seul bruit, le doux ronronnement du moteur. Mon père, concentré sur sa conduite, gardait les yeux sur la route, devant lui. Ma mère a tenu ma main fermement, pendant tout le trajet. Sa main était un peu froide. Après un long moment, ma mère a finalement parlé, sa voix chargée d'émotion.
Chloé, ma petite fille idiote. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de tout ça, à l'avance? Elle faisait référence aux 7,5 millions de dollars en actions et au près d'un demi-million de dollars. J'ai tourné la tête pour plonger mon regard dans ses yeux inquiets. Il y avait de fines ridules au coin de ses yeux et son regard était rempli de préoccupation. Mon cœur s'est un peu serré. J'ai dit, à voix basse, « Maman, je ne voulais pas vous inquiéter, et j'ai toujours pensé que ce n'était que des filets de sécurité, des choses que je n'aurais jamais à utiliser. » Je savais que Michael aimait les marques de luxe, et se pavanait devant ses amis, donc il était un peu vaniteux, mais je pensais que son cœur était à la bonne place, qu'il ne ferait rien de trop scandaleux. Je pensais que notre relation pourrait résister au tour de passe-passe minable de sa mère. Je pensais que si j'étais bonne pour lui, que je lui préparais le petit déjeuner, et que je me souciais de son travail, il serait bon envers moi, et qu'il prendrait soin de moi, quand je serais malade. Maintenant, je vois que j'avais complètement tort. Mon père m'a jeté un coup d'œil, à travers le rétroviseur, les yeux pleins d'inquiétude. Il a dit d'un ton calme, « Tu as bien agi. » Certaines personnes ont besoin d'une bonne gifle, pour se rappeler qui elles sont. N'oublie jamais, à partir de maintenant, quelle que soit la décision que tu prendras, tu n'es pas seul. Tu nous as, nous. Il disait rarement des choses aussi chaleureuses. Mais chaque mot atterrissait, comme un lourd marteau, frappant mon cœur. Oui, je n'étais pas seul. Je n'avais jamais été seul. Peu importe, à quelle hauteur ou à quelle distance, je volerais, la maison serait toujours mon refuge ultime, mon soutien le plus solide. Je sais, papa, ai-je hoché la tête, avec force. À ce moment-là, ma mère a tendu le bras, pour arranger mes cheveux ébouriffés, et a soupiré doucement. Ce Michael, il est vraiment aveugle. Laissez partir une fille aussi bien que notre Chloé. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais la colère et le soulagement, dans ses yeux, étaient clairs. Elle était furieuse de la trahison de Michael, et soulagée que j'ai limité les dégâts à temps. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai regardé l'écran. Il y avait déjà des centaines d'appels manqués, et des dizaines de SMS, tous de Michael. J'en ai ouvert un, au hasard. Chloé, je t'en supplie. Donne-moi une chance de plus. Je couperai les ponts avec ma mère, tout de suite. Nous pouvons avoir une belle vie. Juste nous deux. J'écouterai tout ce que tu diras. L'argent. Je n'ai besoin de rien de tout ça. J'ai juste besoin de toi. J'en ai ouvert un autre. Pourquoi me fais-tu ça? Nos 3 années passées ensemble, valaient-elles si peu pour toi? Tu m'as ruiné. Espèce de femme vicieuse. Et encore un autre. Chloé, j'avais vraiment tort. Je ne peux pas vivre sans toi. Si tu ne réponds pas à mon appel, je vais sauter du toit de l'hôtel. J'ai regardé ces messages, avec une expression vide. De la supplication, aux malédictions, jusqu'aux menaces, quel schéma familier et ridicule. J'ai montré le téléphone à ma mère. Elle a jeté un coup d'œil, et son visage a pâli de colère. Ne t'engage pas avec lui. Un homme comme ça est capable de tout. Sommes-nous déjà arrivés? J'ai souri, et j'ai repris le téléphone de ses mains. Je n'ai répondu à aucun des messages de Michael. Devant mes parents, j'ai cherché son contact dans mon téléphone. J'ai fait un appui long dessus, puis je l'ai supprimé, et je l'ai bloqué. Téléphone, réseaux sociaux, chaque moyen de communication entre nous a été tranché par ma propre main, à ce moment-là, proprement, sans la moindre trace d'hésitation. Après avoir terminé tout cela, j'ai composé un autre numéro. C'était mon avocat personnel, Monsieur Davis. L'appel s'est connecté rapidement. Mademoiselle Evans, je présume que le mariage s'est bien passé. La voix de Monsieur Davis avait une pointe de sourire. Monsieur Davis, le mariage a été annulé, ai-je dit, ma voix étant aussi calme qu'un lac paisible. Il y a eu quelques secondes de silence, à l'autre bout du fil. Que s'est-il passé? J'ai besoin que vous régliez 2 choses pour moi, immédiatement. Premièrement, envoyez une lettre de mise en demeure officielle à Monsieur Michael Thompson, exigeant qu'il rembourse le prêt de 500 000 $, plus les intérêts spécifiés dans le contrat, pour un total de 750 000 $. Dans un délai d'1 mois.
Je vous enverrai par email tous les documents notariés pertinents, sous peu. Deuxièmement, préparez-vous pour une procédure judiciaire. Si le montant n'est pas reçu, au bout d'un mois, demandez immédiatement au tribunal une ordonnance de conservation des biens et gelez tous les actifs à son nom, y compris les comptes de son entreprise, ses véhicules et ses biens immobiliers. Je veux le laisser sans rien. Mon ton était froid, presque impitoyable, dénué de toute chaleur. Monsieur Davis était un professionnel expérimenté. Entendant mon ton décisif, il n'a pas demandé pourquoi, mais a répondu, avec fermeté et concision. Compris, mademoiselle Evans. Je m'en occupe tout de suite. Il a raccroché. Je me suis penché en arrière sur mon siège, et j'ai pris une profonde inspiration. Le dernier nœud de tension dans mon cœur semblait se dénouer lentement. Je ne cherchais pas à me venger. Je reprenais simplement ce qui m'appartenait à l'origine. La voiture a lentement traversé le pont de Brooklyn. La lumière du soleil se dispersait sur l'eau, scintillant comme d'innombrables diamants brisés. J'ai lentement baissé la vitre. Le vent s'est engouffré, en sifflant, apportant la senteur fraîche de la rivière, et m'a caressé doucement le visage. Ça fait du bien, ai-je murmuré pour moi-même. Je pouvais enfin vivre pour moi. De retour à la maison, j'ai doucement fermé la porte. Avec un léger clic, je me suis enfin sentie vivante. Le bruit, le chaos, la malice du monde extérieur, étaient tous laissés dehors, par cette seule porte. La maison était, exactement comme dans mes souvenirs. Les sols étaient si propres, qu'on pouvait y voir son reflet. Les meubles étaient soigneusement arrangés, imprégnés de l'odeur du foyer. Ma mère m'a entendu, et s'est précipitée hors de la cuisine, tenant toujours un torchon. Ses yeux se sont illuminés, quand elle m'a vu. Elle a couru pour trouver mes vieilles pantoufles, et a placé un verre d'eau chaude entre mes mains. « Tiens, bois un peu d'eau, et calme-toi », a-t-elle dit doucement. Le dîner sera bientôt prêt. J'ai préparé tes lasagnes préférées. Sa voix était douce et prudente, comme si j'étais une pièce de porcelaine délicate, qui risquait de se briser au moindre toucher. Mon père est sorti de sa chambre, a pris silencieusement ma valise, pour la mettre dans l'entrée, puis s'est assis sur le canapé, et a allumé la télé, tout en gardant le volume très bas. Il me jetait occasionnellement un coup d'œil, les yeux pleins d'inquiétude. Je tenais le verre, sentant la chaleur se répandre de mes paumes. La chaleur s'est lentement infiltrée, jusqu'à mon cœur. « Papa, maman, je vais bien », ai-je dit, ma voix étant plus calme que prévu. Je ne faisais pas semblant d'aller bien. J'allais vraiment bien. Une fois que je fus sorti de cet environnement toxique, mon esprit et mon corps retournaient rapidement à la normale. Ce mariage ubuesque, en y repensant maintenant, ressemblait à un film ridicule, et je n'étais qu'un membre du public, qui était parti plus tôt. Les yeux de ma mère ont rougi, et elle a hoché la tête vigoureusement. Du moment que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Cette famille. À partir de maintenant, ils n'ont plus rien à voir avec nous. Mon père a également pris la parole, le visage sévère. S'ils osent encore t'embêter, je ne les laisserai pas s'en tirer, comme ça. Je les ai regardés, et mon cœur s'est réchauffé. J'ai soudain eu envie de rire. Le prêt d'un demi-million, les 7,5 millions de dollars en actions. Je ne leur avais jamais parlé, de rien de tout ça. Non pas parce que je ne leur faisais pas confiance, mais parce que je ne voulais pas qu'ils pensent que mon mariage était empêtré dans des calculs financiers aussi complexes. Je voulais qu'ils me voient, me marier par amour, mais la réalité m'avait giflé au visage. Heureusement, cette gifle m'avait complètement réveillé. C'est alors que mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, j'ai entendu la voix excitée et étouffée d'une fille à l'autre bout. « Chloé Evans, n'est-ce pas ? C'est Jessica Miller, de l'université. J'étais au mariage aujourd'hui. J'étais assise assez loin derrière, mais oh mon Dieu, tu étais absolument incroyable aujourd'hui. » J'ai été stupéfaite, un instant, avant de me souvenir du nom. La journée d'aujourd'hui était tellement satisfaisante. La vidéo est en train de devenir virale, dans notre groupe de discussion des anciens élèves en ce moment même. La voix de Jessica était comme une mitrailleuse, tirant rapidement avec excitation. Tout le monde t'appelle la déesse de la vengeance. Michael Thompson et sa mère l'ont totalement cherché.
Quand je partais, j'ai vu que sa mère s'était évanouie, et ils ont même appelé une ambulance, et leurs proches se disputaient avec le personnel de l'hôtel. À propos de la facture de la réception. C'était un désastre total. Jessica m'a raconté toute la situation qui a suivi. Chloé, tu as bien agi. Tu ne peux pas y aller doucement avec des ordures et une belle-mère monstrueuse comme ça. Nous sommes tous derrière toi, à t'encourager. Après avoir raccroché, je n'ai ressenti aucune grande vague dans mon cœur. Tout cela était, en fait, conforme à mes attentes. Eleanor s'évanouissant, la famille Thompson dans le chaos. Ce n'était que le premier prix qu'ils payaient pour leur cupidité et leur stupidité. Pendant ce temps, dans le luxueux appartement terrasse des Thompson, les choses étaient déjà en ruine. Un vase en porcelaine inestimable avait été brisé sur le sol, ses éclats éparpillés partout. Eleanor Thompson était assise, affaissée sur le canapé, les cheveux ébouriffés. Elle venait juste de rentrer de l'hôpital, son visage dépourvu de couleur, ses yeux fixant le plafond avec un regard vide, comme si elle avait perdu son âme. Le père de Michael, Robert Thompson, d'ordinaire un homme de peu de mots, faisait maintenant les 100 pas, dans le salon, dans une rage folle, le visage livide. Espèce d'idiote inutile. Tu allumes un incendie, et tu ne peux même pas l'éteindre, a-t-il finalement explosé, pointant un doigt sur le nez d'Eleanor, et la maudissant. Je t'avais dit depuis le début, que Chloé Evans n'était pas une fille simple. Tu n'as vu que la surface. Tu as seulement vu que ses parents étaient de simples retraités. As-tu de l'eau dans le crâne? Maintenant, regarde ce que tu as fait. Nous n'avons même pas pu garder nos propres appartements. Nous avons perdu la face. 7,5 millions. Tu crois que c'est 700 $? Et une dette de 750 000 $? Comment suis-je censé payer ça? Vendre la maison? La réputation de la famille Thompson est complètement ruinée, à cause d'une foutue femme comme toi. En entendant ces injures, Eleanor a tressailli, et est revenue à la réalité. Elle a bondi, hurlant comme un chat dont on aurait marché sur la queue. Tu me blâmes, Robert Thompson? Tu as le culot de me blâmer? Quand j'ai proposé ce plan pour la première fois, tu as hoché la tête, et tu étais d'accord, toi aussi. Maintenant que les choses ont mal tourné, tu rejettes toute la faute sur moi. C'est ton fils, qui est incompétent, qui n'a même pas pu retenir une femme. En quoi est-ce de ma faute, si les choses en sont arrivées là? Michael était resté assis dans un coin, comme une statue de bois. En entendant cela, il a redressé la tête d'un coup sec. Ses yeux étaient injectés de sang, et remplis de fureur. Maman, tu penses toujours que c'est de ma faute? Si tu n'avais pas fait un tel scandale au mariage, serions-nous dans ce pétrin? C'est entièrement de ta faute. Tu as tout ruiné pour moi. La famille s'est instantanément retournée, les uns contre les autres, se mettant en pièces, comme des animaux enragés. C'est alors que la sonnette a retenti. La femme de ménage, comme un petit oiseau effrayé, est allée ouvrir la porte. Un jeune homme, en uniforme de coursier, se tenait là, tenant un document. Une livraison pour Monsieur Michael Thompson. C'est une lettre recommandée. J'ai besoin d'une signature. Le coursier se tenait à la porte, poli, mais robotique. Les mots « lettre recommandée » ont frappé les cœurs des 3 membres de la famille Thompson, comme un lourd marteau. La main de Michael a tremblé. Il a lentement tendu la main, sentant qu'elle pesait 1000 livres. Il a tout juste réussi à prendre l'enveloppe. Ses yeux étaient remplis de terreur et de panique, et ses lèvres tremblaient de façon incontrôlable. Il s'est assis sur le canapé, ses mains tremblantes, déchirant le document. Du texte noir sur du papier blanc. La formulation était méticuleuse et sévère. Chaque phrase était comme une lame froide, coupant dans son cœur. Capital du prêt, 500 000 $. Intérêt, 250 000 $. Total, 750 000 $. Tout défaut de paiement dans un délai d'1 mois entraînera des poursuites judiciaires et une demande au tribunal pour exécution forcée. Quand Michael a vu les mots « exécution forcée », sa vision est devenue noire, et sa tête a tourné. Il n'a plus pu se soutenir, et s'est effondré, sur le canapé. Son visage est devenu d'une pâleur mortelle, en un instant, et des gouttes de sueur se sont formées sur son front.
Il a murmuré, c'est fini. C'est fini. Eleanor s'est précipitée, et a arraché le document. Elle y a jeté un coup d'œil, et ses yeux se sont écarquillés, en un instant. Puis elle a poussé un cri, a glacé le sang, si aigu, qu'il aurait pu percer les tympans de n'importe qui. Ses yeux ont roulé en arrière, et son corps est devenu mou, s'effondrant sur le sol. Cette fois-ci, elle s'était vraiment évanouie. Michael tenait le papier, ses mains tremblant comme une feuille, dans le vent. Le papier bruissait, dans sa main. Son corps tremblait avec lui, et ses dents claquaient. Il savait que Chloé Evans ne plaisantait pas. Son monde s'était effondré. Quand Eleanor s'est de nouveau réveillée, elle était allongée, dans sa chambre. La femme de chambre venait de partir, et la légère odeur de médicaments flottait encore dans l'air. Elle a lentement ouvert les yeux. Elle s'attendait à voir les visages inquiets de Robert et Michael, mais ce qui a rencontré son regard, ce furent deux visages remplis de dégoût et de contrariété. Les sourcils de Robert étaient froncés, ses yeux pleins de mépris. Michael avait détourné la tête, ne voulant même pas la regarder. Son cœur a sombré au plus bas, mais ensuite, un sentiment de haine, encore plus fort, a surgi en elle. Elle s'est mordu les lèvres, si fort, qu'elles ont saigné. Je ne peux pas laisser ça se terminer ainsi. Une vie entière de ruse et de fierté ne pouvait pas être détruite par une simple jeune fille. Elle a bondi du lit. Ses cheveux étaient en bataille, et une lueur folle est apparue dans ses yeux. Je ne perdrai pas. Cette petite garce nous a piégés. Oui, ça doit être ça, a-t-elle dit, avec des mots dénués de sens, comme si elle s'accrochait au moindre espoir. Ce demi-million, elle l'a donné à Michael de son plein gré. C'était un cadeau, pas un prêt. Et ses actions, ça doit être faux, juste pour nous faire peur. Elle est déterminée à ruiner notre famille Thompson. Plus elle parlait, plus elle devenait agitée, son visage devenant rouge. Robert la regardait froidement, ses yeux pleins de déception, comme s'il regardait une étrangère. Tu es folle. Ce billet à ordre est notarié, et l'accord de transfert d'actions a été témoigné par un cabinet d'avocats de premier plan. Comment cela pourrait-il être faux? Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Je n'ai pas tort, a hurlé Eleanor, de sa voix aiguë. Celle qui a tort, c'est cette petite garce. Je vais exposer son vrai visage. Je ferai savoir à tout le monde quelle femme rusée et vicieuse elle est. Ses yeux étaient injectés de sang, son expression, tordue et hideuse. Elle a poussé son mari et son fils de côté, et a attrapé son téléphone. Je vais la faire payer. Elle a rapidement fait défiler ses contacts, et a trouvé le numéro d'un YouTuber, spécialisé dans la révélation de scandales sociaux. Bonjour, est-ce bien le Daily Tatley? J'ai une énorme histoire à sortir, a-t-elle dit d'urgence, au téléphone. 30 minutes plus tard, une vidéo soigneusement montée et produite est apparue en ligne. Dans la vidéo, Eleanor était ébouriffée, le visage pâle, avec des traces de larmes, encore visibles. Elle plaidait devant la caméra, les larmes aux yeux. Je ne suis qu'une mère ordinaire, qui veut protéger son fils, a-t-elle sangloté. Cette fille avait des arrière-pensées depuis le tout début, quand elle a approché mon fils. Tout était planifié. Elle a fait semblant d'être issue d'une famille ordinaire, pour gagner notre confiance. Ce qui s'est passé au mariage était de notre faute, mais nous essayons juste de la tester. Qui aurait cru qu'elle se retournerait contre nous, sur le champ, et nous menacerait, avec de fausses preuves. Maintenant, elle nous poursuit en justice. Cela mène notre famille à la ruine. Elle s'est dépeinte comme une mère tragique, qui adorait son fils, mais qui avait été trompée par une belle-fille malveillante. Ses mots étaient fervents. Ses larmes arrivaient sur commande. La vidéo s'est rapidement propagée sur certaines plateformes qui ne connaissaient pas la vérité. Instantanément, un récit différent a commencé à émerger dans l'opinion publique. Cette mère est pitoyable aussi. Peut-être qu'elle a juste un peu trop besoin de tout contrôler. Se pourrait-il que la femme ait vraiment tout planifié? Sinon, comment aurait-elle pu être aussi bien préparée? Le monde des riches est compliqué. J'imagine qu'aucun des deux camps n'est composé de bonnes personnes. D'innombrables commentaires malveillants et spéculations ont inondé mes réseaux sociaux comme un raz-de-marée.
Mon assistante, Maria, tenait une tablette, le visage rouge de colère. Mademoiselle Evans, regardez ça. Cette vieille femme, de la famille Thompson, est sans vergogne. Elle déforme la vérité, et joue à la victime. J'étais, à ce moment-là, en train d'examiner sérieusement un rapport d'analyse de retour sur investissement de projet. En entendant les mots de Maria, j'ai levé les yeux, avec désinvolture. Mon bureau était au dernier étage de la tour Sterling, sur Park Avenue, avec une vue panoramique. La chaude lumière du soleil traversait les immenses baies vitrées, jetant des taches de lumière brillante sur le sol. La plaque nominative sur mon bureau, Chloé Evans, PDG, scintillait au soleil. J'ai pris la tablette, des mains de Maria, et j'ai rapidement parcouru la vidéo, et les commentaires en dessous. La performance d'Eleanor, dans la vidéo, était digne d'un Oscar, mais malheureusement, elle avait choisi le mauvais adversaire et la mauvaise méthode. Face à une force absolue et des preuves irréfutables, sa manipulation émotionnelle n'était rien de plus que l'acte maladroit d'un clown. Elle creuse sa propre tombe, ai-je dit, en rendant la tablette à Maria, mon ton étant parfaitement calme. Demandez à Monsieur Davis de préparer une deuxième lettre de mise en demeure. Poursuivez Eleanor Thompson pour diffamation et propagation de fausses informations, au nom de moi-même, personnellement, et de l'entreprise. Exigez des excuses publiques, et 2 millions de dollars de dommages et intérêts, pour atteinte à la réputation. Dites à Monsieur Davis que je veux que ce procès devienne une affaire nationale. Maria m'a regardé, les yeux écarquillés. Mais Mademoiselle Evans, cela va nous placer au centre de l'attention publique, nous aussi. J'ai souri légèrement, je me suis levé, et j'ai marché lentement vers la baie vitrée. J'ai regardé la ville animée en contrebas, et j'ai dit, si elle veut brouiller les pistes, je rendrai l'eau claire comme du cristal. Si elle veut mener une guerre de relations publiques, je lui montrerai à quel point le pouvoir de la loi est terrifiant. D'ailleurs, le prochain produit de notre entreprise est sur le point d'être lancé. Nous pouvons considérer cela comme une publicité nationale gratuite. Je me suis tenu, devant tout le monde, mon regard ferme et autoritaire, et j'ai dit, mot pour mot, je montrerai à tout le monde à quel point la fin est misérable, pour ceux qui essaient de défier les règles et les faits, avec des mensonges et l'opinion publique. Maria m'a regardé, avec une expression perplexe, et a demandé prudemment, Mademoiselle Evans, essayez-vous de vous battre avec elle? J'ai secoué légèrement la tête, et j'ai dit, sérieusement, je ne me bats pas. Je lui donne, ainsi qu'à tous ceux qui lui ressemblent, une leçon publique. Maria a penché la tête, curieuse. Quel genre de leçon publique, Mademoiselle Evans? Je l'ai regardée, avec un regard profond, et j'ai dit lentement, une leçon publique, sur ce que sont les conséquences. En entendant cela, une étincelle d'admiration a illuminé les yeux de Maria. Elle a hoché la tête vigoureusement, et a dit d'une voix forte, compris, Mademoiselle Evans. Je m'en occupe tout de suite. En regardant la silhouette fuyante de mon énergique assistante, je me suis retourné vers mon bureau. J'ai pris mon café, et j'en ai bu une légère gorgée. L'arôme riche du café a rempli ma bouche. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était clair, avec des nuages blancs dérivant paresseusement. J'ai courbé mes lèvres en un léger sourire. Le jeu ne faisait que commencer. Au cours des jours suivants, l'opinion publique sur Internet s'est inversée, de façon dramatique, exactement comme je m'y attendais. Les actions de M. Davis ont été incroyablement rapides. Une copie numérisée de la première lettre de mise en demeure a été rendue publique. Les gens se sont rassemblés autour de leurs ordinateurs, scrutant son contenu. Le sceau du notaire et le cachet du cabinet d'avocat étaient limpides, exsudant un air de solennité sous le soleil. Ensuite, la deuxième lettre de mise en demeure, poursuivant Eleanor Thompson pour diffamation, a été livrée directement à l'entreprise du YouTube. La demande de 2 millions de dollars, de dommages et intérêts, a fait l'effet d'un énorme rocher, jeté dans l'eau, provoquant des vagues massives. Le YouTube était, comme une fourmi sur une poêle chaude, frénétiquement anxieux. Il a immédiatement supprimé la vidéo, et publié des excuses publiques. Dans sa déclaration, il a dit d'urgence, j'ai été trompé, par Madame Eleanor Thompson. Je coopérerai pleinement, avec l'enquête. L'opinion publique s'est complètement inversée. Les internautes
qui avaient auparavant sympathisé avec Eleanor, se sentaient maintenant pris pour des imbéciles. Je le savais. Comment un billet à ordre notarié pourrait-il être un cadeau? Essayer d'esquiver une dette de 750 000 $, puis recourir à la diffamation. Cette famille est pourrie, jusqu'à la moelle. Je soutiens mademoiselle Evans. Faites payer ces escrocs et ces menteurs. Les Thompson sont devenus comme des rats dans la rue, détestés de tous. Je ne prêtais plus aucune attention aux clameurs en ligne. Je me suis consacré à la préparation du lancement du nouveau produit de mon entreprise. Au bureau, je discutais de plans avec des collègues, et j'examinais les documents des produits. Pour moi, l'affaire avec la famille Thompson était un chapitre clos. Le reste dépendait de la loi. Ce soir-là, après le travail, j'ai marché seul, vers le parking souterrain. Comme d'habitude, le garage était faiblement éclairé, avec une légère odeur d'essence, flottant dans l'air. Je marchais, d'un pas assuré. Juste au moment où j'atteignais ma place de parking, une silhouette sombre a soudainement surgi, de derrière un pilier, et m'a bloqué le chemin. La forte odeur d'alcool, et l'odeur aigre de quelqu'un, qui ne s'était pas douché depuis des jours, m'ont frappé, me donnant presque la nausée. En regardant de plus près, c'était Michael. Je ne l'avais pas vu depuis quelques jours, et il ressemblait à une toute autre personne. Une barbe naissante couvrait son menton, et ses cheveux étaient gras, et collés à son front. Le costume de créateur, qu'il portait autrefois, n'était plus qu'un gâchis froissé, avec des taches sur les poignets. Ses yeux étaient injectés de sang, et son regard était rempli d'une lumière folle. Il m'a fixé, intensément. « Chloé » a-t-il dit, d'une voix affreuse. J'ai instinctivement fait un pas en arrière, pointant l'extrémité acérée de la clé de ma voiture vers lui. J'ai dit froidement, « Monsieur Thompson, nous ne sommes plus rien, l'un pour l'autre maintenant. » Plus rien, l'un pour l'autre? Un sourire misérable est apparu sur son visage. Tu as ruiné tout ce que j'ai, et maintenant tu dis que nous ne sommes plus rien, l'un pour l'autre. Ma mère est à l'hôpital, à cause de toi. Mon père demande le divorce. Ma famille est complètement détruite. Les actionnaires de l'entreprise retirent leurs investissements. Les clients annulent leurs contrats. La banque exige le remboursement des prêts. Tout le monde me regarde, comme si j'étais un insecte. Je n'ai plus rien. Es-tu heureuse, Chloé? Es-tu satisfaite maintenant? Il devenait de plus en plus agité, faisant un pas vers moi. Je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé froidement. Je n'ai causé rien de tout cela. Ton avidité, et celle de ta mère, l'ont fait. Quand tu m'as humilié au mariage, tu aurais dû savoir que ce jour arriverait. Avide? Je suis avide? Il a eu l'air d'avoir entendu la blague la plus drôle au monde, ses yeux s'écarquillant. Peux-tu dire que tu n'es pas rusé? Tu avais tout planifié, depuis le début, n'est-ce pas? Tu attendais de voir que je devienne la risée de tous, espèce de serpent. Il a soudainement tendu la main, et a attrapé mon bras, fermement. Sa force était immense. Donne-moi l'argent. Non, donne-moi ces 7,5 millions de dollars en actions. Si tu me les donnes, je te pardonnerai. Nous pourrons recommencer, comme avant, a-t-il crié, ayant complètement perdu la raison. Je l'ai regardé, et j'ai soudainement ressenti une vague de pitié. Même à ce stade, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à cet argent. Juste au moment où j'allais utiliser mon entraînement d'autodéfense pour me libérer, une voix calme et puissante est venue de loin. Monsieur, je vous suggère de lâcher mademoiselle Evans, tout de suite. En regardant vers la source de la voix, j'ai vu un grand homme marcher lentement vers nous. Il portait un costume gris foncé bien coupé, sa démarche étant détendue, mais puissante, sa présence, imposante. Dans la faible lumière du parking, ses traits de visage étaient nets et beaux. Ses yeux étaient profonds et pénétrants. Je l'ai reconnu, Julian Croft, l'investisseur principal de la levée de fonds de série B de notre entreprise, une figure légendaire dans le monde du capital risque. Nous ne nous étions rencontrés qu'une seule fois, lors de la cérémonie de signature du contrat. Michael a dû ressentir la pression émanant de lui, mais il avait déjà perdu la tête. Au lieu de me lâcher, il m'a serré encore plus fort. T'es qui toi?
Mêle-toi de tes affaires. Julian Croft ne s'est pas arrêté. Il a marché jusqu'à nous. Il mesurait une tête de plus que Michael. Il n'a même pas regardé Michael, mais ses sourcils se sont légèrement froncés en regardant mon bras capturé. Je vais le dire, encore une fois. Lâchez-la. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une autorité indéniable. Que ce soit à cause de sa présence imposante, ou d'autre chose, l'emprise de Michael s'est relâchée, instinctivement. À cet instant, 2 agents de sécurité en uniforme se sont précipités de derrière Julian et ont fermement saisi les bras de Michael. « Madame, allez-vous bien ?» a demandé l'un des gardes. Il s'est avéré que Julian avait déjà contacté le centre de sécurité. Michael se débattait follement et jurait. « Bande de salauds, lâchez-moi !» Julian ne lui a même pas jeté un regard, mais a dit froidement aux gardes « Appelez la police ». Approche intentionnelle et intimidation. À la mention de la police, Michael est devenu tout mou, comme si toute sa force s'était drainée. Son visage était pâle de terreur. Les gardes l'ont traîné sans pitié. Le parking est redevenu silencieux. Julian s'est approché de moi et a demandé « Mademoiselle Evans, allez-vous bien ?» Son regard s'est posé sur les marques rouges sur mon bras, et ses yeux sont devenus froids. J'ai secoué la tête, et j'ai dit « Je vais bien, Monsieur Croft. Merci beaucoup pour aujourd'hui. » Il n'y a pas de quoi, a dit Julian, en me regardant, avec une expression complexe, mais appréciative. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au mariage. Vous avez très bien géré la situation. Il a fait une pause, puis a sorti une carte de visite de sa poche et me l'a tendue. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains avec des déchets pareils. Si vous rencontrez des ennuis à l'avenir, appelez directement ce numéro. J'ai pris la carte. Il n'y avait que son nom et son numéro de téléphone. Il se fait tard. Permettez-moi de vous raccompagner chez vous. Son offre était naturelle et sincère, la rendant impossible à refuser. J'ai regardé vers lui, puis vers la silhouette lointaine de Michael, contraîné comme un chien. L'un représentait mon passé désordonné et honteux. L'autre semblait annoncer un tout nouveau départ. J'ai hoché la tête, et j'ai dit doucement « D'accord ». La voiture de Julian était une Bentley noire, exudant une puissance luxueuse et discrète. Je suis monté. La voiture était remplie d'une agréable et légère senteur, de cuir et de bois de cèdre, et non du parfum écœurant, dont Michael avait l'habitude d'asperger sa voiture. Nous n'avons pas beaucoup parlé, en route. Je regardais les néons, à l'extérieur de la vitre, rejouant la scène dans mon esprit. Le regard fou de Michael, le comportement calme de Julian, et ses mots décisifs, appelaient la police. La façon de gérer les choses, de cet homme, était similaire à la mienne. Calme, efficace, et direct. Mademoiselle Evans, j'ai toujours été très optimiste, au sujet de votre entreprise. Julian a soudainement rompu le silence. L'exécution de votre équipe est forte. La feuille de route technologique est claire, et le modèle économique est solide. Surtout vous, en tant que fondatrice. Votre esprit de décision, et votre vision à long terme, sont excellents. Il n'a pas mentionné une seule fois l'incident désagréable de tout à l'heure, ni le mariage raté. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Son attention était uniquement portée sur mon entreprise, mon travail, mes capacités. À ce moment-là, un sentiment étrange m'a envahi. Je n'étais plus une héroïne tragique. J'étais une entrepreneuse, reconnue par un investisseur de premier plan. Son respect m'a mise plus à l'aise que n'importe quel mot de réconfort ne l'aurait fait. J'ai dit sincèrement, je vous remercie pour votre reconnaissance, Monsieur Croft. Les tests finaux du nouveau produit se sont bien passés, et les retours de données sont très positifs. Nous avons prévu un lancement officiel lundi prochain. Julian a hoché la tête. J'ai vu votre plan marketing. Il est bon, mais en termes de diversification des canaux, en particulier sur les marchés étrangers émergents, vous pourriez être plus audacieuse. Il a commencé à discuter de stratégies de marché spécifiques, en détail, avec moi. J'ai quelques partenaires potentiels en tête. Ses idées étaient profondes, sa logique, méticuleuse.
Je me suis retrouvé, complètement absorbé, dans une discussion d'affaires de haut niveau, avec lui. Ce sentiment exaltant était quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec Michael. Michael ne connaissait rien à mon travail et ne faisait aucun effort pour le comprendre. Mais Julian, en l'espace de 10 minutes, avait pointé avec précision les angles morts de mon plan et avait proposé des suggestions constructives. C'était quelqu'un qui me comprenait vraiment. Quand la voiture s'est arrêtée, devant mon complexe d'appartements, j'ai réalisé que nous étions arrivés. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, et j'ai dit sincèrement, Monsieur Croft, merci beaucoup pour aujourd'hui. Pas seulement pour m'avoir aidé, mais pour cette conversation précieuse. Julian s'est tourné pour me regarder, ses yeux profonds brillant dans la nuit. Il a courbé ses lèvres, en un léger sourire. Je ne faisais que protéger mon investissement. Un PDG brillant est l'atout le plus précieux de tout projet. Il a ensuite ajouté, avec un sourire, gardez cette carte en sécurité. Je ne veux pas que mon atout soit à nouveau exposé à des risques inutiles. Il m'a fait un léger signe de tête et n'a rien dit de plus. Je suis descendu de la voiture et j'ai fermé la porte. La Bentley a silencieusement disparu dans la nuit. Je suis resté là, serrant la carte de visite de haute qualité. Le nom, Julian Croft, inscrit dessus, semblait porter un poids chaleureux. J'ai soudain réalisé que, lorsque j'avais fermé avec force, l'ancienne porte en décomposition, infestée de termites, une autre porte, menant à un nouveau monde, s'ouvrait lentement, devant moi. Et derrière cette porte, se tenait un homme, qui était mon égal, ou peut-être, même plus fort. Michael a été relâché du poste de police, à l'aube. Il est sorti en titubant, la faible lumière des lampadaires, éclairant sa silhouette solitaire. Il n'avait fait face à aucune véritable punition, mais l'expérience d'être traîné par la sécurité et interrogé par la police avait complètement écrasé sa dernière once de dignité. Il est rentré chez lui, dans un état de stupeur. Au moment où il a ouvert la porte, il a été accueilli par le rugissement furieux de son père, Robert. « Tu as encore l'audace de revenir. » Avant qu'il ne puisse réagir, son père l'a giflé au visage. La moitié de son visage a gonflé instantanément, et du sang a coulé du coin de sa bouche. Robert tremblait de rage. Espèce de bon à rien, inutile. Comme si embarrasser notre famille ne suffisait pas. Sais-tu qui m'a appelé ce soir? L'équipe juridique d'Orion Capital. Ils m'ont prévenu de te tenir éloigné de Chloé Evans. Orion Capital. Quel Orion Capital? L'esprit de Michael était devenu vide. Robert était tellement en colère de l'état pathétique de son fils qu'il a hurlé « Quel Orion Capital cela pourrait-il être ?» Le Orion Capital de Julian Croft, celui qui domine l'industrie du capital risque. Le nom de Julian Croft a frappé l'esprit de Michael comme un éclair. Il a levé les yeux, abasourdi. L'homme qui avait aidé Chloé au mariage. Qui d'autre cela pouvait-il être? La voix de Robert était remplie de désespoir et de regret. Michael, espèce d'idiot. Sais-tu à qui tu t'es attaqué? Julian Croft est quelqu'un que nous ne pouvons même pas rêver de toucher. D'un claquement de doigts, il pourrait faire disparaître notre famille Thompson de cette ville, complètement. Michael a reculé en titubant, jusqu'à percuter le mur froid. Toute la force s'est drainée de son corps, et il a glissé, le long du mur, jusqu'au sol. Il a enfoui sa tête dans ses mains, ses épaules tremblant violemment. Des larmes mêlées de sang ont coulé sur le sol. Il a enfin compris. Chloé Evans n'avait jamais été la cible facile que lui et sa mère avaient imaginée. Elle avait 7,5 millions de dollars en actions, la capacité de gagner le respect de quelqu'un comme Julian Croft, et suffisamment de pouvoir et de soutien pour jouer avec lui et la famille Thompson dans le creux de sa main. Leur piège soigneusement planifié était une blague depuis le tout début. Les 10 appartements dont ils étaient si fiers étaient insignifiants face à la véritable force de Chloé. J'avais tort. J'avais tellement tort, a-t-il marmonné de manière incohérente. Mais il était trop tard pour les regrets. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte, et Eleanor, portant une blouse d'hôpital et paraissant d'une pâleur mortelle, est sortie. Elle venait de s'éclipser de l'hôpital. Elle avait entendu
toute la dispute dans le salon, et quand elle a entendu le nom de Julian Croft, son corps s'est figé, et la dernière once de couleur a quitté son visage. Elle avait pensé qu'elle était la maîtresse de cette famille, qu'elle pouvait tout calculer. Mais à la fin, elle s'était calculée, elle et toute sa famille, dans une impasse. Chloé. Non, mademoiselle Evans. La voix d'Eleanor tremblait. Elle a marché, jusqu'au centre du salon, a regardé son fils recroquevillé, et son mari désespéré, et est soudainement tombée à genoux. J'avais tort. C'était entièrement de ma faute. J'ai dû être possédé. J'étais avide. J'ai ruiné cette famille. J'ai ruiné Michael. S'il vous plaît, dites à mademoiselle Evans. Dites à monsieur Croft de nous donner une autre chance. Elle s'est prosternée, se cognant la tête sur le sol, en pleurant. Son front a enflé et a saigné, mais elle ne semblait pas s'en apercevoir, continuant juste à supplier. La matriarche, autrefois élégante, avait disparu, remplacée par une épave pathétique et hystérique. Robert a regardé sa femme et son fils, et a sombré dans le désespoir. Il s'est lentement laissé tomber sur le sol, a enfoui sa tête dans ses mains, et a laissé échapper un soupir impuissant. Il savait que la famille Thompson était vraiment finie. Quelques jours plus tard, une convocation au tribunal a été formellement délivrée à la résidence des Thompson. L'avocat de Chloé, comme promis, avait déposé une demande auprès du tribunal pour une ordonnance de conservation des biens et les propriétés des Thompson, les comptes de l'entreprise de Michael, ainsi que ses véhicules, ont tous été légalement gelés. Dans le même temps, les actionnaires de l'entreprise ont retiré leurs investissements, les clients ont annulé leurs contrats, et la banque a exigé le remboursement des prêts. Robert n'a eu d'autre choix que de divorcer d'Eleanor et de diviser leurs biens restants. Mais c'était une goutte d'eau dans la mer, face à leur dette colossale. Eleanor, sous le coup d'une anxiété prolongée, de colère et de culpabilité, a fait une dépression nerveuse complète, et a été admise dans un hôpital psychiatrique. Michael était véritablement seul. Il a été renvoyé de son entreprise, rejeté par ses proches et amis, et pointé du doigt par ses voisins. Pour rembourser ses dettes, il a dû accepter des travaux manuels, parvenant à peine à survivre. Pendant ce temps, Chloé avait complètement émergé de l'ombre de ce fiasco, et avait commencé une nouvelle vie, qui lui était propre. Le nouveau produit de son entreprise fut un succès retentissant, devenant un hit, à la fois sur le plan national et international, et la valorisation de l'entreprise a dépassé les 100 millions de dollars. Elle s'était transformée en une entrepreneuse confiante et indépendante. Julian Croft est devenu une part indispensable de sa vie. Ils ne se sont pas précipités dans une relation amoureuse, mais ont grandi ensemble, en tant qu'amis et partenaires, se respectant et se soutenant mutuellement. Leur relation était une grande source de réconfort et de force pour eux deux. Un après-midi, alors que Chloé partait, après avoir conclu un accord majeur, elle a vu Julian, adossé à sa Bentley, l'attendant. Un doux sourire jouait sur ses lèvres. « Monsieur Croft, que faites-vous ici ?» a demandé Chloé, souriant en s'approchant. « Je passais juste par là, et j'ai pensé que j'allais venir te chercher, » a dit Julian, de façon naturelle, prenant sa mallette. « J'ai entendu dire que la transaction s'était bien passée, aujourd'hui. »« Félicitations, Chloé, » a-t-il ajouté. « Nous allons faire une petite célébration, ce soir, juste nous deux. C'est moi qui régale. » Chloé a été surprise, pendant un instant, puis a souri, et a hoché la tête. « D'accord. » La voiture avançait doucement, dans les rues de la ville. La lumière dorée du crépuscule traversait la vitre, projetant une lueur douce sur eux deux. La voiture était silencieuse et confortable. Chloé regardait le paysage, à l'extérieur, un sourire aux lèvres. Elle repensait à ce mariage ridicule, et à la cupidité des Thompson, mais maintenant, tous ses sentiments négatifs s'étaient évanouis comme de la fumée. Cette gifle au visage l'avait complètement réveillée, lui faisant réaliser que la véritable force d'une femme ne réside pas dans le mariage ou l'amour, mais dans sa propre force et sa confiance en elle. La voiture s'est arrêtée devant un restaurant élégant. Julian est descendu et lui a ouvert la porte. « Mademoiselle Evans, après vous. » Chloé a souri et a pris la main qu'il lui tendait. Sa main était chaude et forte. Le restaurant
était rempli d'un éclairage tamisé, et de musique douce. Julien lui a tiré une chaise. Chloé, a-t-il dit, la regardant, avec des yeux sérieux. Le passé est entièrement derrière nous. J'espère qu'à partir de maintenant, tu pourras lâcher prise, t'aimer toi-même, et bien vivre. Et je serai toujours, à tes côtés, te soutenant, te protégeant, et marchant avec toi, vers un avenir meilleur. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes, à son regard sincère, et à ses mots doux. Elle a hoché la tête, avec vigueur. Je le ferai, Julien. Merci. Je vivrai bien, je m'aimerai, et j'essaierai de t'accepter. Un sourire éclatant s'est répandu sur le visage de Julien. Il a doucement pris sa main. Merci, Chloé. Merci de me donner cette chance. Je ne te décevrai pas. Le soleil du soir a jeté sur eux une lueur dorée, allongeant leurs ombres. À l'extérieur de la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient, et à l'intérieur, deux âmes qui se comprenaient, se tenaient la main, marchant vers un avenir, rempli d'espoir et de bonheur. Plus personne ne se souciait du sort de la famille Thompson. Ils avaient payé le prix de leur cupidité et de leurs calculs, devenant la risée la plus insignifiante de la ville, disparaissant finalement dans le vaste océan humain, sans laisser de traces. Tout était revenu à sa juste place. Chloé s'était finalement libérée des chaînes de son passé, brillant avec éclat, dans son propre monde, et ceux qui l'avaient blessée étaient finalement pris au piège, dans le cauchemar de leur propre création, pour le reste de leur vie. C'est simplement ça, la vie. Parfois, une tempête soudaine n'est pas un désastre, mais une chance de renaissance. Elle vous permet de voir à travers le cœur des gens, de vous reconnaître vous-même, et de devenir plus forte et plus courageuse. Elle vous fait réaliser que ce n'est qu'en étant forte vous-même que vous pouvez tout surmonter, et ce n'est qu'en avançant vers le soleil que vous pouvez vivre une vie sans aucun regret.